Bonjour à tous, bienvenue sur l'internaute.com, ouestfrance.fr et 20minutes.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur Internet. Notre invité de ce mardi matin est Isabelle Le Callennec, députée Les Républicains d'Ille-et-Vilaine et déléguée générale adjointe au projet des Républicains. Bonjour Isabelle Le Callennec. Merci d'être avec nous ce matin dans Direct Politique. Avec moi pour co-présenter l'émission Michel Urvois, éditorialiste politique de Ouest France. Bonjour Michel. Bonjour. Et David Blanchard, rédacteur en chef adjoint de 20 minutes. Bonjour David. Bonjour. Chers internautes, vous connaissez le principe de l'émission, vous avez une quarantaine de minutes pour réagir, et commenter l'émission, poser votre question à notre invité. Je me ferai un plaisir de la retransmettre en direct. Alors, Isabelle Le Callennec, vous êtes donc chargée de travailler sur le projet aux côtés d'Éric Woerth, une mission que vous a confiée Nicolas Sarkozy. Vous-même, votre parcours politique a commencé plutôt au centre de l'échiquier politique. Vous incarnez une droite plutôt sociale, plutôt humaniste. Comment est-ce que vous vivez personnellement la droitisation du parti de Nicolas Sarkozy depuis son retour aux affaires? Écoutez, moi, j'observe que nous sommes, avec les Républicains, une famille politique qui veut débattre, qui veut proposer. Le président de notre famille, Nicolas Sarkozy, l'a dit, nous voulons incarner les idées entre la gauche, qui conduit le pays dans le mur, on va peut-être y venir quand on va parler des entreprises et d'économie, et le Front National, dont on ne partage ni les valeurs, ni bien évidemment les solutions à la crise économique et sociale. Et aux Républicains, vous savez, il y a des centristes, il y a des gaullistes, c'est une grande famille, on va respecter toutes les sensibilités quand on va travailler sur le projet, et surtout ce qu'on souhaite avec Éric Woerth, c'est vraiment associer les adhérents, les Républicains. Vous savez qu'on est plus de 200 000 adhérents, c'est la première force politique en France, première force d'opposition. Nous lançons une grande campagne d'adhésion et nous voulons vraiment que ce projet que nous allons élaborer ensemble, que nous allons co-construire, il s'appuie aussi sur le vécu des Français. Donc on aura tout un travail à faire de remonter des attentes des uns et des autres. Et ça, moi, je pense qu'il faut absolument, vous évoquiez hier dans votre édito à Ouest France l'affaire de la politique autrement. On sent bien sur le terrain que les gens, ils veulent être associés, ils veulent proposer. Alors avant de venir au projet et au parti, une question un petit peu personnelle. Dans le prolongement de la première, vous êtes quelqu'un de respectueux des personnes, c'est votre culture, c'est votre environnement, c'est l'école Méhaignerie. Mais comment vous réagissez quand vous entendez des mots aussi durs que ceux qu'emploie Nicolas Sarkozy à l'égard de François Bayrou, par exemple, à l'égard du président de la République, la personne du président de la République? Comment vous réagissez à ça? Alors moi, je lis je lis comme vous des propos qui sont rapportés, qui auraient été tenus par Nicolas Sarkozy. Personnellement, je ne les ai pas entendus. Enfin, il y en a qui et j'observe quand même, parce que j'ai Congrès. été 6 mois porte-parole de notre famille politique et donc en contact direct avec les médias, j'observe qu'il est écrit des choses et qui ne sont pas toujours vérifiées dans la réalité. Tenue à la tribune du Congrès. Chacun a son caractère, chacun a ses mots, chacun a son langage et les Français jugent. Donc moi, je pense que, alors justement, j'appartiens à une famille politique où on dit « tu ne jugeras point ». Donc chacun peut s'exprimer à sa manière, avec, entre guillemets, sa passion, avec son vocabulaire, et ça plaît ou ça déplaît. Vous savez que vous avez des gens qui estiment qu'on ne s'oppose pas assez. Moi, quand je vois le travail qu'on fait à l'Assemblée nationale, je trouve que l'on s'oppose, sauf qu'on est dans l'opposition. Donc quand on s'oppose et qu'on propose dans l'opposition à l'Assemblée nationale, ça n'est pas toujours perçu comme tel parce que ça n'est pas toujours rapporté. Donc Nicolas Sarkozy a son style, François Fillon a son style, Alain Juppé a son style, Bruno Le Maire a son style, Xavier Bertrand a son style. Voilà, je vous cite des prétendants probablement aux primaires et chacun... avec sa manière d'être, juge, entre guillemets, le vocabulaire employé, le style employé. Mais je pense aussi qu'on a besoin, dans notre famille politique, de gens qui ont de l'énergie et qui montrent qu'on est une alternative crédible. Alors effectivement... on peut être énergique et respectueux. Oui, on peut être énergique et respectueux. Vous savez, vous avez été envoyé spécial au congrès du Parti Socialiste. On ne peut pas dire non plus que les socialistes, quand ils montent à la tribune, je pense à M. Cambadélis, le secrétaire du Parti Socialiste, aient des propos très sympathiques, très modérés à l'égard de l'opposition. On peut le regretter dans Donc les deux côtés. Exactement. Je pense qu'on peut le regretter dans les deux côtés si on n'aime pas ce style-là. Vous avez des gens qui considèrent que la politique est un match.
d'autres qui considèrent que la politique est là aussi pour apporter des solutions. Encore une fois, chacun son style. Moi, je ne jette pas la pierre. On est respectueux à la fois du style et des personnes, mais ce qui compte, ce sont les idées. Les idées qu'on fait passer avec, avec son caractère, sa passion. Les idées, vous allez en être chargé avec Éric Woerth dans le cadre du projet. Comment est-ce qu'on rédige un tel document, sachant que chacun des candidats potentiels à la primaire a commencé à présenter ses idées, que ce soit Bruno Le Maire, François Fillon, Alain Juppé, et c'est pas forcément dans le même sens. Comment est-ce que vous allez pouvoir ramener tout ça dans un seul et même document? Alors en fait, on a commencé à travailler avec Éric Woerth. Moi, je me réjouis d'être à ses côtés. C'est quelqu'un qui a quand même de l'expérience. Il a été ministre du Budget, il a été ministre du Travail. Il connaît les rouages, il connaît les freins. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les idées... Il est très proche de Nicolas Sarkozy aussi. Il est très proche de Nicolas Sarkozy, très proche de François Fillon, très proche de l'ensemble des parlementaires avec lesquels on va travailler, qui ont beaucoup œuvré sur tous les sujets, parce qu'il faut qu'on offre un projet complet, un projet de société, un projet pour l'économie, comment on sort notre pays de la crise, comment vous expliquer que certains pays aujourd'hui sortent de la crise et nous toujours pas. Donc là, on a un défi majeur à relever. On ne va pas réinventer la poudre. Vous savez que, bon, Éric Woerth vient de sortir un livre dont je vous recommande d'ailleurs la lecture. On ne part pas d'une page blanche. Encore une fois, on a eu plus une expérience. Comment faire un projet commun alors que tout le monde l'a proposé, en fait, on va travailler donc sur tous les sujets, économie, la justice, l'éducation, la santé, tous les candidats la dépense se plier publique. à ce socle Non, commun. bien sûr que non. Vous avez bien vu vous-même que les candidats déclarés aux primaires à ce jour, Alain Juppé, François Fillon, Xavier Bertrand, Bruno Le Maire a dit qu'il dirait ce qu'il ferait en début d'année prochaine. Nicolas Sarkozy n'a pas encore non plus dévoilé toutes ses cartes. Vous avez bien vu qu'ils travaillent, tous ces gens-là, qui font des propositions. Donc à quoi ça va servir ce projet? Ça va servir surtout à ce que je vous disais tout à l'heure, à faire remonter du terrain les attentes. Nous, ce qu'on a convenu avec Éric Woerth, c'est que la parole soit redonnée aux adhérents. Vous savez, quand on a créé les Républicains, on a dit que ce serait un parti plus démocratique, plus décentralisé. Moi, j'y tiens énormément. Moi, ça fait des années que dans ma famille politique, je milite pour que nous ayons ce qu'on appelle des conventions décentralisées. C'est-à-dire qu'on prend une thématique et dans toutes les régions de France, on l'avait fait une fois, je me souviens, à Pornic en Bretagne pour le Grand Ouest, que dans toutes les régions de France, on se saisisse des sujets et qu'on fasse participer les républicains, les sympathisants, tous ceux qui veulent apporter leur pierre à l'édifice. Depuis qu'on a créé les républicains, vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui viennent me dire « Moi j'ai des idées Isabelle, je veux en proposer, je veux que ça remonte ». C'est ça qu'il faut qu'on essaie de voir ensemble. Vous leur dites « Allez dans les fédérations », qu'est-ce que vous leur dites? Comment faire la croix-transmission entre le parti et les adhérents? Eh bien, écoutez, d'abord, on est des parlementaires, on est 200 députés, les Républicains. Ils sont 140 sénateurs. Il est de notre responsabilité d'aller sur le terrain et de susciter les débats, de les organiser et de faire remonter les attentes. On a aussi lancé récemment une appli que vous pouvez télécharger sur votre smartphone, à condition pour le moment d'être adhérent les Républicains, où on interroge régulièrement nos adhérents sur des questions de société. Là, vous vous branchez en ce moment. Vous savez que le ministère de l'enseignement supérieur, qui est maintenant partie prenante du ministère de l'Éducation nationale, puisqu'on attend la nomination d'un ministre de l'enseignement supérieur, a diminué par 2 les bourses au mérite. C'est peut-être la première étape, parce que la deuxième, ce sera sûrement la suppression. On interroge les adhérents, les républicains, sur cette bourse au mérite. Isabelle Voilà. Ce projet, au final, il va s'imposer aux candidats ou bien ce sera une boîte à idées et chacun y piochera ce qu'il voudra? Vous connaissez nos responsables politiques qui ont la stature d'hommes d'État. Je veux dire, ils avancent, ils travaillent, ils font des propositions. Je pourrais vous citer François Fillon. Il a déjà fait des propositions sur l'éducation, sur la maîtrise de la dépense publique, sur l'immigration récemment, et j'ai beaucoup travaillé là-dessus parce que c'est un sujet qui me préoccupe et qui m'importe, et comme un grand nombre de Français, sur l'emploi des jeunes, il a fait des propositions fortes. Alain Juppé fait la même chose. Xavier Bertrand se promène dans toute la France et fait remonter aussi la substantifique moelle, entre guillemets. Donc c'est vraiment, je veux dire,
On nous reprocherait de ne pas avoir de projet, puisqu'on nous dit toujours alors vous vous opposez, mais Oui, mais si vous chacun n'avez pas de arrive avec projet. son projet, Mais qu'il y a le projet du mais parti en on est même temps, entre ça devient guillemets, un peu nous on n'est illisible. pas pour la police de la pensée, on n'est pas comme au Parti socialiste. Chacun a le droit d'avoir ses idées, les proposer. Ce qui à mon avis fera la différence C'est un peu ce qui se entre passe au eux PS tous, d'ailleurs. ce sera plutôt que la direction, le comment on va le faire. Parce qu'aujourd'hui on voit bien, les réformes sont difficiles à conduire dans notre pays, tout simplement parce qu'il y a des résistances à tous les étages. Et là où, à mon avis, les candidats feront la différence, c'est sur comment ils vont le faire, quel calendrier, comment ils vont expliquer aux Français qu'il faut aller d'un point A à un point B et que ce ne sera pas facile, parce que les autres pays européens, eux, ont fait des efforts. Nous, on tarde à les faire. Et donc, plus on tarde à les faire, plus ils seront peut-être violents à faire. Donc je pense qu'il y a de la pédagogie à faire, c'est ce à quoi on va s'employer avec Éric Woerth. Ensuite, des directions à indiquer et en effet, les Républicains pourront se projeter. Et ensuite, la vraie différence, c'est comment on fait, avec quels moyens et quel calendrier on se donne. Alors, la police de la pensée, je pense que c'était plutôt la cacophonie à Poitiers. Mais enfin bon, ça c'est autre chose. Éric Woerth, prenons un exemple, dit dans son livre « Les Français ne travaillent pas assez dans un monde compétitif qui les entoure ». Donc ça, derrière ça, il y a la question des 35 heures. Est-ce que vous supprimez les 35 heures et est-ce que vous faites payer les salaires par les entreprises, donc plus élevés? Écoutez, il y a un vrai débat sur les 35 heures. Moi, j'observe que la principale critique qui nous est faite sur le terrain, c'est « vous dites que vous voulez supprimer les 35 heures, que ne l'avez-vous fait ?» Donc ça, il faut qu'on l'entende aussi. Parce que si on veut présenter un projet crédible, alors ça, d'accord, il mais faut alors, que concrètement... les gens aient le sentiment que si on dit qu'on va faire quelque chose, on le fera. Cette question des 35 heures, on l'a contournée. On l'a contourné en créant les heures supplémentaires défiscalisées, en particulier, ce qui a créé du pouvoir d'achat et ce qui a lancé de la consommation. Donc, nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'il faut remettre l'entreprise au cœur de toutes les actions. C'est l'entreprise qui crée les emplois. C'est pas encore si clair que ça dans la tête de nos opposants socialistes. C'est pas encore si clair que ça. Vous avez encore à l'Assemblée nationale des députés, en particulier de la majorité, qui n'ont pas intégré ça. Manuel Valls, lui, aime l'entreprise. Oui, enfin, dans les mots, il aime l'entreprise, il aime les socialistes, il aime les agriculteurs, mais alors, dans les mots. Mais vous faites comment? Alors, on repasse à 40 heures moi, ou à 39? je pense que la première chose, c'est ça. Remettre l'entreprise au cœur, parce que c'est elle qui crée les emplois. La deuxième chose, c'est que oui, il faut travailler plus. Dans les autres pays du monde, on travaille plus. Et le travail appelle le travail. Si tous vos concurrents, on est dans une compétition économique mondiale, si tous vos concurrents travaillent, produisent, donc, vendent, et est-ce qu'on paye plus? Vous réduisez vos heures de travail, vous n'y arriverez jamais dans la compétition. Est-ce qu'on paye plus? Si on travaille plus, est-ce qu'on paye plus? Alors, c'est ça, le curseur, il sera là. Il sera là. Est-ce qu'on considère que les 35 heures, ça reste intangible, c'est la durée légale du travail, ce qu'aujourd'hui le gouvernement propose, ou est-ce qu'on les augmente? Majoritairement, je crois, après avoir entendu les uns et les autres, on pense, nous, qu'il faut qu'en effet, la durée légale du travail augmente. Donc, il n'y a plus d'heures supplémentaires? Par contre, si, il pourrait y avoir des heures supplémentaires. Ah oui, au-delà, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter le curseur. Entre 35 et 39, il n'y a plus d'heures supplémentaires. La seule chose aussi, c'est que si les gens travaillent plus, ils sont en droit d'être rémunérés plus. Ce qui était la solution avec les heures supplémentaires défiscalisées. Il faut aussi que les salariés y trouvent leur compte. Ils ne vont pas aujourd'hui dire « bah oui, je vais travailler plus et être payé moins ». Ça ne marche pas et ils ont bien raison, les salariés, de ne pas céder là-dessus. Et ce qu'on veut surtout, c'est que les entreprises puissent s'organiser comme elles le souhaitent avec un vrai dialogue social à l'intérieur des entreprises. Il y a des entreprises aujourd'hui qui sont en difficulté. Elles doivent pouvoir en effet lever le pied, utiliser le temps partiel et utiliser des moyens qui permettent de garder les salariés dans l'entreprise, ne pas licencier, faire le dos rond en attendant que ça aille mieux. Mais il y a des entreprises qui veulent travailler, qui veulent produire, qui ont des commandes et qui ne peuvent pas le faire. C'est quand même incroyable, on est dans un pays où on vous empêche de travailler alors que vous avez des commandes. Et à l'inverse, vous avez des entreprises qui ont des carnets de commandes qui se vident. Donc on est bien trop figé. Le marché du travail est trop figé, les contraintes qui sont imposées aux entreprises sont trop figées. Et qui est la victime de ça? C'est le salarié, contrairement à ce qu'on entend. On va rentrer dans le détail des solutions, des propositions que vous faites. On va vous proposer un pour ou contre spécial proposition économique. Très simplement, on va vous demander votre avis sur quelle proposition. Vous nous dites que vous êtes pour si vous êtes contre. Et en quelques mots de justification, pourquoi? Isabelle Le Callennec, alors pas la déléguée générale chargée du projet avec Éric Woerth, puisque nous n'avons pas encore totalement abouti sur toutes les solutions. Ça tombe bien parce qu'on va vous proposer des
comment dire, des propositions qui ont déjà été prononcées par Éric Woerth dans son ouvrage, pour la plupart. Donc, comme ça, on bien, mettra vous un peu les l'avez choses lu. au clair. Et la première, c'est la retraite à 65 ans. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Oui, Ainsi moi, que je suis pour. la fusion des régimes de retraite privée et publique. Moi, je suis pour, effectivement, qu'on recule l'âge légal de la retraite. Je suis pour, tout simplement parce que les autres pays le font, parce qu'il faut en effet pouvoir financer notre régime de retraite, qui aujourd'hui est quand même en difficulté financière. Je ne parle même pas des régimes complémentaires. Et oui, bien sûr, pour une convergence des systèmes de retraite privés et publics. Vous savez, c'est une injustice qui est vécue Convergence, ça sur veut le dire terrain. alignement du public sur le privé? Alors, ou- c'est une convergence, donc il faut trouver les meilleurs calculs pour pas léser, mais qu'il y ait quand même ce sentiment de justice. Ça, c'est quelque chose qui nous est beaucoup demandé. Et il faudra... Ça avait été commencé sous la mandature précédente avec Nicolas Sarkozy et François Fillon. Il faudra aussi s'attaquer aux régimes spéciaux. Là, j'observe que parfois, on en recrée des régimes spéciaux à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc, je crois qu'il faut arrêter. Oui, il faut repousser l'âge des départs à la retraite. Il faut en effet faire converger le privé et le public. Et il faut aussi améliorer les conditions de travail dans les entreprises. Parce que souvent, vous avez des gens qui vous disent « Moi, je voudrais partir plutôt à la retraite parce que... ce que j'ai eu comme travail est peut-être plus pénible, entre guillemets, mais j'aime pas ce mot-là parce qu'on stigmatise certains métiers que d'autres. Donc, en effet, il faut améliorer les conditions Donc, il de faudra une travail réforme sur la matière. et donner aussi, je dirais, une vraie qualité de vie au travail. Moi, je pense qu'il faut travailler sur la qualité de vie au travail Dans la qualité pour de que vie les au gens travail, s'épanouissent au Il y travail. a aussi le salaire, question de salaire. Est-ce qu'il faut remettre en cause le SMIC tel qu'il est pour fixer un salaire minimum par branche après une négociation collective? Moi, je crois beaucoup aux négociations collectives par branche. Je crois beaucoup moins aux fameux accords nationaux interprofessionnels. On a bien vu que d'abord, tout le monde ne signe pas. On sent que les négociations, j'accepte ça, mais là, vous me donnez satisfaction. Moi, j'y crois de moins en moins pour être désormais au cœur de ces sujets-là. Donc, négociation de branche, moi, j'y crois beaucoup. Je crois beaucoup à la négociation. Et au niveau national, on voit que c'est Même sur les compliqué. salaires, même sur le salaire Oui, minimum. même sur les salaires et même dans l'entreprise. Là, les sénateurs, dans le cadre de la loi Macron, ont essayé de remettre au goût du jour, vous savez, ce qu'on appelle les accords d'entreprise offensifs. Je vous disais tout à l'heure, quand une entreprise va pas bien, moi j'ai commencé ma vie professionnelle dans une entreprise de 9 salariés. À un moment donné, c'était compliqué. On nous a demandé de réduire nos salaires parce qu'en effet, ça passait pas. On a accepté. On préférait garder notre emploi, faire attention comme dans un ménage, quand vous avez moins de rentrées, eh bien, vous gérez en bon père de famille, entre guillemets, vous faites des économies, vous dépensez peut-être moins, et vous attendez, je dirais, que ça passe et que les choses s'améliorent. Et après, vous faites par contre participer les salariés aux fruits de la croissance. Moi, je crois beaucoup à la participation des salariés. C'est le meilleur moyen pour eux d'être associés à la bonne marche de l'entreprise, de comprendre quand ça ne va pas que tout le monde doit faire des efforts et de profiter des fruits de la croissance quand ça fonctionne. Donc, intéressement, participation, je trouve Isabelle Le que ça, c'est Callennec, sur un autre point, parce qu'on en a beaucoup, donc Oui, il faut qu'on... je vous en prie, pardon. Est-ce que vous maintenez l'idée de ce qu'on a appelé la TVA sociale, c'est le basculement de plusieurs milliards d'euros de charges sur le travail en TVA, en 2 points de TVA, c'est-à-dire une TVA à 22 et puis un travail moins On est coûteux. déjà à 20%. Bien sûr. Et moi, je regrette que le gouvernement et François Hollande, quand ils sont arrivés aux affaires dès mai 2012, il y a quand même eu des péchés originels. La fin des heures supplémentaires défiscalisées, c'est un péché originel. Le matraquage fiscal, c'est un péché originel. Et comme vous le dites, la suppression de la TVA anti-délocalisation, c'est un péché originel. Et moi, je leur en veux d'avoir détricoté, sous prétexte que c'était la majorité d'avant qui l'avait mis au point. Je pourrais rajouter un 4e péché originel, l'affaiblissement de l'apprentissage dans notre pays. On a voulu absolument faire la promotion des emplois d'avenir puisque c'était une promesse du candidat Hollande. Ça a été fait, ça moi je l'avais dit, au détriment de l'apprentissage. On a fait la promotion des emplois d'avenir, on a complètement oublié l'apprentissage. Donc voilà 4 péchés originels qu'on continue à payer. Donc sur la TVA sociale, il faudra oui, bien augmenter sûr. la TVA pour financer la baisse c'est des charges. surtout qu'en plus, l'avantage de la TVA anti-délocalisation, c'est qu'en effet, ça taxe les produits qui viennent de l'extérieur. Donc on a des beaux discours sur le... Il
faut acheter français, il faut privilégier nos entreprises. J'observe d'ailleurs que le ministère de la Défense ne le fait pas toujours. Le ministère de la Défense commande à des entreprises étrangères, alors qu'on a des entreprises françaises. Je pense en particulier, et ça c'est le coup de gueule du matin, à l'entreprise Noël, les chaussures à Vitré. Voilà, on a préféré confier un marché du ministère de la Défense à une entreprise étrangère, alors que Noël avait fait ses propositions. Bref, c'est une bonne mesure. Le problème, c'est que nous l'apportions, et donc la gauche refuse. Et donc, tourne en rond. Après le matraquage fiscal, on a eu le CICE, comme si le CICE allait révolutionner. C'est beaucoup plus puissant, 2019, la TVA anti-délocalisation. Un taux de TVA 22%, c'est tout à fait envisageable. Il faudra regarder le taux, mais en tout cas, le principe même de taxer les produits étrangers qui arrivent sur notre territoire avec des contraintes environnementales, sociales ou autres qui ne sont pas du tout les mêmes dans les autres pays, bien sûr, oui, sur le principe. La baisse de l'euro, c'est aussi très puissant. La baisse de l'euro pour le moment, le taux de change avec le dollar, la baisse du prix des carburants, tout ça, comme vous le dites, des taux d'intérêt très bas, c'est plutôt en effet de nature à relever l'économie. Moi, j'observe qu'il y a que dans notre pays que ça n'est pas suffisamment puissant. Et pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas les réformes courageuses qu'on devrait faire, les réformes de structure. Ça nous est dit tous les jours et on continue. Êtes-vous favorable au remplacement des allocations sociales par une allocation de vie unique ? Moi, je trouve qu'il faut en effet simplifier. Vous savez que vous avez des tuyaux qui vous arrivent de partout et vous avez des prestations qui arrivent de partout. Et au bout d'un moment, c'est difficile de maîtriser l'ensemble. Donc moi, je suis favorable en effet à de la simplification. Vous savez, il y a des gens qui travaillent, qui gagnent un salaire, qui vivent de ce salaire. Vous avez en effet les prestations sociales dans lesquelles je pense qu'il faut qu'on fasse un travail. Il existe un comité de la protection sociale qui fait des propositions, parce que des propositions dans notre pays, il en est beaucoup fait. Des rapports, il y en a plein les placards. Après, il faut trancher. Des recommandations intelligentes et pertinentes, il y en a beaucoup. Moi, je suis à la commission des affaires sociales et souvent, on oublie, alors qu'il suffit de mettre donc, au point. Pour simplifier, donc, on simplifie. Oui, je pense qu'il faut mettre plus d'APL, plus de... je pense qu'il faut en effet une allocation quand vous pouvez vivre avec votre salaire, et c'est ce qu'il faut. Moi, je souhaite que les gens aient un travail et qu'ils soient rémunérateurs pour qu'ils puissent vivre, faire vivre leur famille. Dans le cas contraire. Et quand c'est pas possible et que vous avez besoin de la solidarité nationale parce que vous avez eu un accident de la vie, le chômage, un divorce, un décès, vous savez, ça va très vite. On peut descendre très vite. Là, en effet, vous avez besoin de la solidarité nationale. Et en effet, c'est pour améliorer votre pouvoir d'achat que vous avez besoin d'une solidarité nationale. Christine qui nous dit le coût de l'évasion fiscale est de 50 milliards, les très grandes entreprises paient énormément moins d'impôts que les PME, nous dit-elle, et la droite cible toujours les assistés, bénéficiaires d'aide sociale, alors que beaucoup travaillent, elle nous dit, les privilégiés qui fraudent coûtent plus cher à la France, nous dit-elle. Moi, je ne dis pas que la droite, comme dit votre internaute, cible toujours les assistés, entre guillemets. Il y a un problème de fraude en France. Tous les ans, la Caisse nationale d'allocation familiale fait la traque à la fraude, l'URSSAF fait la traque à la fraude. Et donc, c'est de moins en moins supporté. Je vous parlais des prestations sociales. Les prestations sociales. Aujourd'hui, les gens ne supportent plus ceux qui trichent autour d'eux. On parlait tout à l'heure de convergence. Ils ne supportent plus qu'il y ait des différences entre les uns et les autres. On a dans notre devise républicaine l'égalité. Moi, j'ai envie de dire l'équité. Le gouvernement en a plein la bouche de cette égalité, mais les gens sont très regardants par rapport à ça. Quand ils travaillent, qu'ils se lèvent tôt le matin, mais il n'y a pas que des tricheurs. Sauf qu'on parle, vous savez, c'est comme les trains qui arrivent en retard, on ne parle que des trains qui arrivent en retard, on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure. Donc moi, je ne considère pas... J'ai présidé la commission d'insertion du Pays de Vitré pendant 4 ans. Je peux vous dire qu'effectivement, il y a des gens qu'on voit vraiment aider, qui sont vraiment dans la difficulté. Mais à côté de ça, vous avez des gens qui peuvent travailler et qui arrivent en effet à cumuler des prestations et qui vivent presque mieux que des personnes qui travaillent dur, qui ont à peine le SMIC. Et donc ça, je pense qu'il faut en effet combattre ça. Quant à l'évasion fiscale, oui, il faut en effet pouvoir combattre aussi l'évasion fiscale, faire revenir les capitaux en France, mais pour ça, il faut arrêter de les taxer aussi.
Je veux dire, en France, on taxe le capital, on taxe le travail, on taxe tout. Donc, il faut se mettre à la place des personnes qui sont bien conseillées. Moi, je préfère que l'argent de nos entrepreneurs, l'argent des entreprises familiales reste en France. Mais pour ça, il faut aussi créer les conditions pour qu'elles restent en France. Autre proposition, l'impôt prélevé à la source sur l'ensemble des revenus. Vous êtes favorable à cette idée? Moi, à titre personnel, j'y suis plutôt favorable. Mais je vois bien quand on discute avec nos experts, parce que des financiers, il y en a beaucoup aux Républicains, c'est pas si facile que ça à mettre en place. Mais l'idée vous séduit? Moi, je trouve que oui, c'est simple. Hier, j'étais avec un chef d'entreprise du bâtiment qui nous montrait la feuille de paye d'un Anglais. Eh bien, il y avait son salaire brut. Il y avait une ligne pour dire retenue à la source, il y avait une ligne pour sécurité sociale et il avait son net. Voilà. Donc ce sera compliqué, mais il faut alors, faire l'effort. Apparemment, c'est compliqué. Je sais qu'il y a plein de résistances, y compris à Bercy. Quand il y a des résistances à Bercy, c'est pas facile, y compris chez les Républicains. Donc, à mon avis, c'est qu'il y a des gagnants et des perdants, et des avantages et des inconvénients. Moi, à titre personnel, j'y suis favorable, mais c'est un changement de mentalité aussi. C'est un changement de mentalité de la part des Français. Je pense qu'aussi, il faut qu'on sache, quand on paye des impôts, à quoi ça sert surtout. À quoi ça sert? Parce que souvent on paye, et on ne sait plus. Justement, on ne sait plus pourquoi. On va passer du domaine économique au domaine plutôt social, sociétal. Avec une question de Charles, un internaute, la droite va-t-elle avoir le courage de réformer et de restreindre le regroupement familial? C'est en effet, quand j'écoute les uns et les autres, parce qu'en charge du projet, effectivement, il faut qu'on écoute les uns et les autres. Je pense que c'est une idée qui est très majoritaire aux Républicains. Et contrairement à ce que nous dit le ministre de l'Intérieur ou le Premier ministre, en effet, par le regroupement familial, le nombre d'immigrés dans notre pays augmente. Et moi, je suis favorable en termes d'immigration à ce qu'on ait chaque année à l'Assemblée nationale un débat, comme dans les grandes démocraties du monde, pour savoir combien de personnes on est capable d'accueillir dignement, d'intégrer, à qui on est capable de proposer du travail pour que justement les personnes ne vivent pas que de prestations. Donc moi je suis favorable. Il faut durcir les conditions. Moi je pense qu'il faut accepter un débat sur le sujet. Il y a quand même des tas de sujets sur lesquels on peut même plus avoir de débat. À chaque fois qu'on parle d'immigration, on est immédiatement taxé de xénophobe. Moi j'ai pas le sentiment. Donc Charles, vous dites oui pour un débat, mais pas forcément une restriction. Ah ben si. Je pense que oui, parce que aujourd'hui c'est un mode en effet d'augmentation et d'arrivée sur le territoire qui est important. Je vous dis, les demandes de regroupement familial ont augmenté dans notre pays. Elles ont été enfin, je veux dire, il y a eu des accords pour ça. Vous avez des filières d'immigration aujourd'hui qui ne sont pas, de mon point de vue, maîtrisées. C'est un vrai sujet et contrairement aux discours qui peuvent apparaître musclés du ministre de l'Intérieur, il y a plus de naturalisation dans notre pays, il y a plus de regroupement familial, l'immigration illégale continue. On a rendu un rapport sur les droits d'asile. 1% des déboutés du droit d'asile repartent. Donc il y a quand même un petit sujet. Et c'est pas en nous disant qu'on va améliorer les choses que concrètement elles s'améliorent. Donc il y a un vrai problème à poser. Et si on fait comme sur tous les sujets délicats, difficiles, on referme ce qui est en train de bouillir dans la cocotte minute, ça va exploser. Allez, en un Donc, seul il mot. faut pouvoir, et je vous dis, la meilleure formule, c'est chaque année au Parlement, un débat sur qui on est capable d'accueillir dignement. Qu'est-ce qu'on propose aux personnes qu'on accueille sur notre territoire? À la question de Polo de Pau, il nous dit « Nicolas Sarkozy a annoncé qu'il souhaitait abolir la loi Taubira. Y aura-t-il dans le projet cette intention de supprimer le mariage pour tous ?» En un mot. Là, c'est pareil. Vous avez ceux qui vous disent qu'on va le supprimer. Moi, à titre personnel, je ne pense pas qu'on reviendra sur le mariage pas pour les personnes de même sexe. Là où il y a eu vraiment des débats très, très nourris chez nous, c'est sur la question de la filiation. Et vous avez notamment donc le mariage chez vous, c'est accepté aujourd'hui? Oui, on ne revient pas sur... On ne revient pas là-dessus. On revient pas là. Enfin, moi, à titre personnel, je pense qu'on ne peut pas revenir là-dessus. Mais j'observe que ça a clivé la société.
J'observe qu'on avait demandé sur un sujet pareil. C'est important, enfin, je veux dire, ce sont nos valeurs. Moi, à titre personnel, je suis particulièrement attachée aux valeurs de la famille. Ça a heurté beaucoup de gens, ce débat-là, alors qu'on nous accusait autrefois de monter les Français les uns contre les autres. C'est exactement ce qui s'est passé. On avait réclamé sur un sujet aussi difficile, aussi sensible, un référendum qui nous a été refusé. Regardez en Irlande. Il y a eu un référendum. Les choses se sont passées. Les Irlandais se sont déterminés. Voilà. Moi, je regrette qu'on ait des discours. Il ne faut pas opposer les Français. On n'a fait que ça sur le Isabelle Le mariage Callennec, on pour va passer à un autre sujet. On va parler un peu d'économie actuelle avec le projet de loi Macron qui revient en seconde lecture. Ouais, et puis depuis les hier. nouveaux dispositifs qui peuvent aussi être intégrés dans la loi. Oui, le texte est en commission à nouveau à l'Assemblée et il y a deux dispositions qui y sont introduites. L'idée de plafonner les indemnités versées au moment des prud'hommes, c'est-à-dire quand on licencie, pour éviter que ça dure des mois et des mois, et surtout que les employeurs n'y voient pas clair. Et puis la possibilité de renouveler les CDD plus d'une fois dans les petites entreprises. Est-ce que vous êtes favorable à ces deux dispositions? Alors, je ne pense pas que c'est ça qui va nous sortir du Non, marasme et puis mais créer le point et demi de croissance dont on a besoin pour créer des emplois. Est-ce que ça va dans le bon sens? Mais il y a un problème de méthode dans ce gouvernement. On est sur la loi Macron depuis le mois de janvier. La majorité vient de voter en première lecture à l'Assemblée nationale un texte sur le dialogue social. Et maintenant, le Premier ministre reçoit en début de semaine dernière les PME pour leur dire « je vous ai compris, je vous ai écouté, je vais vous proposer des solutions ». Mais ils ne savent pas où ils vont. Moi, quand je discute avec des entreprises, elles me disent « fichez-nous la paix ». Surtout, laissez-nous produire, laissez-nous discuter avec nos salariés, baisser nos charges. Justement, là, c'est plutôt des signes. Aidez-nous à former nos salariés. Des signes encourageants sur ces points-là. Mais Ça, oui, d'accord, mais c'est, enfin, je veux dire, c'est pas de l'anecdote, mais on voit bien que ce gouvernement se cherche encore sur ces questions économiques. Et alors, on sert à quoi? C'est sur la méthode, mais sur le fond. À l'Assemblée nationale et au Sénat, on sert à quoi? Si à chaque fois qu'une loi vient d'être votée, le Premier ministre passe par derrière en disant moi, voilà, je vais vous apporter un amendement supplémentaire. Alors oui, c'est demandé par les entreprises, mais ça fait 3 ans que les entreprises demandent au gouvernement un certain nombre de verrous à faire sauter, et donc ça permet au Premier ministre de faire une annonce. Alors la semaine prochaine, il y en aura une sur autre. La méthode, Isabelle Le Callennec, mais sur le fond. Mais c'est très grave. Sur le fond, oui, c'est demandé par les entreprises. C'est demandé par les entreprises. Mais les organisations de salariés n'ont pas dit leur dernier mot. Et la majorité agissante à l'Assemblée nationale va voir ça d'un très mauvais œil. Est-ce que ce gouvernement a une majorité pour avancer? Mais surtout, je vous dis, il y a un problème de méthode. Et encore une fois, moi j'ai envie de dire, écoutez les entreprises, écoutez-les jusqu'au bout, écoutez-les complètement et ayez le courage, face à votre majorité, d'imposer les choses. Le 49.3, ça n'a pas été très glorieux. Et on va comme ça, dans les 2 années qui viennent, ménager la chèvre et le chou. Le président de la République repassera derrière parce qu'en effet, il a besoin d'une majorité. Il ne faut pas trop fâcher les Verts, pas trop fâcher les gauches. Oui, bien sûr. Et sur les CDD, ça va dans le bon sens, sur les mais CDD ça n'a pas de reconductibles, sens. C'est ça. Sur les CDD reconductibles, bien sûr. Moi, j'ai commencé ma vie professionnelle par un CDD. Si on dit vous avez le droit qu'à une fois et que le chef d'entreprise dit je suis désolé, je ne peux pas te prendre en CDI, c'est pas possible. Je te ferai bien un CDD supplémentaire. C'est pas possible. Vous vous rendez compte un peu? Vous êtes obligé de dire à un salarié maintenant je ne peux pas te prendre 6 mois de plus parce que la loi m'y interdit. Moi je pense qu'il faut libérer. Mais encore une fois, c'est 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Alors, et surtout, à l'Assemblée nationale et au Sénat, on vote l'inverse de ce que raconte. Autre amendement porté par un député de votre camp, c'est celui sur la loi E20 pour faciliter la publicité sur l'alcool. Est-ce que vous êtes favorable à oui, j'ai vu ce débat-là. Moi, j'ai bien compris l'intention de notre sénateur, c'est en effet il est du bord de de dire qu'il faut faire la promotion. On a toujours des débats de toute façon sur l'alcool, sur le tabac, sur les vins. Il y a toujours des débats passionnés au Parlement. Moi, je pense qu'on a un vrai problème de lutte contre l'alcoolisme dans notre pays et je pense en particulier aux jeunes. Ce sont des vrais drames. Pas forcément une très bonne mesure. Enfin, faut regarder dans le détail des choses parce que c'est toujours pareil. On est
extrait. Est-ce que cet amendement, en effet, est de nature à pousser à la consommation? Je ne pense pas. Du travail de prévention auprès des jeunes sur la consommation d'alcool, le binge drinking, etc. Ça, oui. Quand j'entends qu'on veut, et ça c'est une bonne chose, que pour les jeunes qui viennent d'avoir leur permis de conduire, ce soit plus 0,5 la tolérance, mais 0,2, oui. Sur Il y a tellement de drames familiaux là, dus à l'alcool, la prise de stupéfiants aussi, on pourrait en parler. Est-ce qu'il faut interdire, continuer, comme aujourd'hui, à interdire la promotion stricte des alcools en France, dans les médias? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il faut éduquer, et ça c'est le rôle des familles. Il faut éduquer nos jeunes. Ça fait partie de notre patrimoine. Les bons vins, c'est la gastronomie. Et on peut goûter, on peut profiter. On peut goûter, on peut profiter. Il faut qu'on ait notre libre arbitre et il faut qu'on ait en effet éduqué nos enfants, entre guillemets, à la consommation avec modération. On va parler, quand on interdit, vous connaissez par cœur les jeunes comme moi, l'interdiction n'est pas forcément le meilleur moyen d'éduquer les enfants. Il faut expliquer. Il nous reste 10 minutes. On va parler, si vous voulez bien, des régionales et de la région Bretagne. Et donc de Marc Le Fur, alors. Et d'abord avec les élections de décembre, c'est une problématique qui se pose. Oui, alors je voudrais y voir clair dans les choix de tête de liste. Il y a un accord avec les centristes pour qu'ils aient 3 têtes de liste en Bourgogne, en Normandie et en région centre. Or, là, on n'y voit plus clair du tout. Alors, est-ce que cet accord tient la route? Est-ce qu'il y aura bien 3 têtes de liste centristes et les autres étant réservés aux Républicains? Comment ça se passe? Il y a des discussions entre les Républicains. On est toujours sur cette base-là sur ces bases-là. Moi, j'observe qu'on n'a pas le choix. Il faut qu'on aille ensemble au combat des régionales. Le Front National est en embuscade et moi, je pense que personne ne peut prendre le risque, en effet, de se trouver derrière le Front National. Donc, l'union, elle est nécessaire, elle est absolue. Donc, il y a des discussions, en effet, sur quelques régions. Il y a des discussions dans chaque département également. C'est lié au rapport de force et puis c'est lié, il faut qu'on gagne. Il faut qu'on gagne. Enfin, je veux dire, il y a aujourd'hui 13 régions. Tout le monde a intérêt, en effet, à bien scorer, si on peut reprendre l'exemple. Tout le monde a intérêt aujourd'hui à s'écouter et à trouver les voies et moyens. Par contre, il faut que tout le monde fasse campagne. Il ne faut pas considérer juste je te donne telle de liste, comme ça tu es sûr d'être élu et tu es sûr éventuellement de présider la région, ou je veux être dans les premiers parce que c'est le meilleur moyen d'être élu. Non, on va à une bataille électorale. Entre républicains et centristes. On discute de façon très dense avec Marc Le Fur, tête de liste. Marc Le Fur, tête de liste, chef de file. Dans chaque département, on regarde en effet le rapport de force et les bonnes candidatures. Ce qu'on veut, c'est des bonnes candidatures pour gagner. Et vous, quel sera votre rôle en Bretagne? Moi, on en a discuté avec Marc Le Fur. À un moment donné, mon nom était évoqué pour tirer la liste du département d'Ille-et-Vilaine. Je viens de faire une campagne des départementales avec mon binôme Thierry Travers. On a été élu dès le premier tour. Je préside le groupe de l'Union de la droite et du centre au département d'Ille-et-Vilaine. Je ne vais pas retourner. On ne saute pas sur tout ce qui bouge en politique et on ne se présente pas à toutes les élections. Par contre, je serai très impliquée dans cette campagne parce que je veux qu'on gagne. La partie sera difficile. Probablement, Marc Le Fur et ses équipes seront... Jean-Yves Le Drian, oui, probablement. Le ministre de la Défense, vous souhaitez qu'il démissionne? Voilà, il nous fait... Ah oui, parce que j'observe depuis des mois qu'il utilise les moyens du ministère de la Défense pour être sans arrêt en Finistère, en Côte-d'Armor, dans le Morbihan et en Ille-et-Vilaine. Donc on démissionne avant d'être élu. C'est ce que va faire Madame Delga. C'est ce que va faire Madame Delga. Pourquoi ça ne s'appliquerait pas à Monsieur Le Drian? Et Monsieur Bartolone qui nous dit qu'il ne va juste pas plus présider les séances de l'Assemblée nationale, là aussi on s'en amuse. Je veux dire, l'hôtel de la Sey, aujourd'hui, il y a des allées et venues. Effectivement, donc, on ne peut pas vérifier vous appelez officiellement Jean-Luc Le Drian à quitter ses fonctions dès lors qu'il soit candidat officiel ou tête de liste. D'être beaucoup plus clair. Vous l'accusez d'utiliser les moyens de l'État pour faire campagne. Écoutez, je reçois toutes les invitations, comme tous les parlementaires. Je les collectionne.
et le jour où il faudra les montrer, je peux les montrer. Voilà, il utilise n'importe quel prétexte pour venir sur le terrain. Alors on a accusé autrefois d'autres de le faire, qu'ils aient la franchise de le faire. Et donc avec Marc Le Fur, l'idée c'est de proposer un projet pour les Bretons. Je suppose que vous avez déjà lu son ouvrage Le choix de la Bretagne. Et donc je vais être très impliquée dans cette campagne puisque je serai le porte-parole de l'équipe de Marc Le Fur sur les 4 départements. L'expérience que j'ai acquise au niveau national peut nous être utile, parce que je pense qu'on a de la pédagogie à faire sur où en est la Bretagne aujourd'hui. Je vous rappelle quand même qu'on est resté à 4, un des rares départements. Un des rares départements. Et peut-être que M. Le Drian y est pour quelque chose au fait qu'on soit resté à 4. À la Bretagne, justement, parce que vous êtes porte-parole pour les régionales, dans ce cas de figure, est-ce que vous soutenez le projet de loi constitutionnelle permettant la ratification de la Charte européenne des langues régionales? Écoutez, moi j'ai voté la proposition de loi qui avait été présentée à l'Assemblée nationale. Donc oui, moi j'y suis favorable. Le candidat de la droite et du centre, Marc Le Fur, y est candidat. J'ai là une lettre du président de la République qui répond à un député alsacien sur cette question-là. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le calendrier est très vague. Et les modalités de présentation et de discussion de ce projet n'est pas encore très claires. Et comme par hasard, on l'annonce juste avant des élections régionales. Alors dans des régions à forte identité comme la Bretagne, l'Alsace ou le Pays Basque, évidemment ça touche, mais une fois de plus, des annonces, des annonces, des annonces. Vous seriez pour une réunion du Congrès spécialement sur cette question? Apparemment, il n'y aurait pas que cette question qui serait posée. Il y aurait aussi la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. On nous avait parlé un temps, enfin ça, on n'en parle plus, du vote des étrangers. Et du statut pénal du chef de l'État. Exactement, et du statut pénal du chef de l'État. Encore une fois, ce sont des annonces. On voit bien que le président de la République n'a pas les 3/5 pour faire voter cela. Mais c'est une annonce, comme par hasard, juste avant des élections régionales. En tout cas, moi, je suis favorable à la ratification de cette charte. Alors, restons en Bretagne, le socialiste Jean-Jacques Urvoas propose une assemblée de Bretagne, c'est-à-dire une collectivité qui marierait la région et les 4 départements. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Moi, je suis complètement favorable à ça. Ce que j'observe, c'est que quand on a eu le débat sur les grandes régions, Monsieur Urvoas n'a pas été capable, alors qu'il est dans le gouvernement, il a des amis dans le gouvernement, il est breton, il est président de la commission des lois, il n'a pas été capable d'imposer cette idée chez ses propres amis. C'est même moi qui ai dû faire la promotion du manifeste qu'il a rédigé pour cette Assemblée unique de Bretagne auprès du ministre de l'Intérieur qui ne l'avait pas lu. Et je me souviendrai toujours, il est parti, M. Urvoas, au moment où j'ai fait la promotion de son manifeste. Je me suis dit, oh mince, je l'ai fâché. Il est revenu, il a offert au ministre de l'Intérieur son manifeste. Donc maintenant, ils ont les éléments en main. Donc moi, j'y suis complètement favorable. Avec le rattachement de la Loire-Atlantique. Ça, c'est l'étape suivante. Et à laquelle vous êtes favorable? Oui. Mais pour ça, je pense qu'il faut être fort pour donner envie. Et je pense qu'il faut arrêter de leurrer les gens. Il faut arrêter à Paris d'avoir une attitude et en Bretagne dire oui, on est favorable. Et vos collègues républicains de Loire-Atlantique sont d'accord aussi avec ça? Il y a des discussions parce que non, ils ne sont pas d'accord avec ça. Aujourd'hui, les Pays de la Loire, c'est Nantes, c'est la Loire-Atlantique. C'est Nantes est la locomotive des Pays de la Loire. Moi, j'accuse ce gouvernement d'avoir été frileux, d'avoir menti aux Bretons en disant oui, on est pour une Bretagne à 4 ou même Bretagne-Pays de Loire. On est une des seules régions où il ne se passe rien du tout au final. Et je vous assure que je pense que c'est M. Le Drian qui a tout fait pour que ça n'évolue surtout pas. Mais une Bretagne à 5, ça veut dire un nouveau redécoupage des régions. Oui, mais il y avait ce fameux droit d'option. Alors on nous a amusés en nous disant il y a le droit d'option, les départements pourront choisir de se rallier à la région d'à côté. Sauf qu'on y a mis de tels verrous, là aussi on se moque du monde. Donc pas de Bretagne à 5, pas de Bretagne Pays de Loire, un droit d'option qui est totalement illusoire. Pas d'Assemblée unique de Bretagne. C'est bien la peine d'avoir autant de ministres au gouvernement breton ou d'avoir la majorité socialiste en Bretagne pour même pas être capable d'imposer ça et avoir des discours bien évidemment d'empathie et de compréhension sur le terrain. Non, franchement, moi je vous assure, je trouve qu'on leurre les gens et ça on le répétera pendant la campagne parce qu'il y a une responsabilité très forte de M. Le Drian sur le fait du statu quo. Ça, j'en suis convaincue.
On va finir là-dessus. Une dernière question d'actualité pour clore l'émission, David. Voilà, une seule vu le temps qui reste, c'est les évacuations qui continuent de migrants à Paris. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ces personnes en situation d'urgence pour vous? Il faut les reloger, les expulser? Bah écoutez, faut connaître, comme j'entendais les commentaires des socialistes hier, la situation précise de chacun. Je suis agréablement surprise d'un discours aujourd'hui de responsabilité de certains politiques socialistes. Qui bien évidemment ont été les premiers à accuser la droite et le centre de tous les maux si les choses s'étaient produites de cette manière-là lorsque nous étions, entre guillemets, aux affaires. Il y a un problème de migrants et là c'est pareil, on peut faire semblant ou faire la politique de l'autruche. On ne peut pas se laisser déborder sur ces questions-là. Il faut traiter bien évidemment les situations avec humanité. Alors, dans l'urgence, qu'est-ce qu'on fait? Il faut leur trouver un Ça semble logement. compliqué de renvoyer les gens en Érythrée ou en Syrie, par exemple. Ah non, mais ça, on est complètement d'accord. Il faut aujourd'hui qu'on arrive à trouver des solutions pour les personnes qui sont sur le territoire. C'est-à-dire? Encore une fois, ceux qui ont vocation à y rester et les autres, je vous dis, on a un vrai problème puisque 1% des déboutés quittent le territoire. Il faut qu'on puisse travailler, ça a commencé au niveau de l'Union européenne, à, je dirais, tarir à la source. Mais on a le sentiment que tout ça prend du temps, que les gens, quand ils se concertent, ont bien du mal à se mettre d'accord sur les voies et moyens. C'est un sujet. Concrètement, dans Dans aujourd'hui, l'urgence, demain, après-demain, effectivement, moi je suis pas il faut les ministre de évacuer, les l'Intérieur. expulser ou leur trouver un logement le temps que les décisions soient prises. Encore une fois, et c'est ce que j'ai cru comprendre qu'il allait être fait, c'est regarder chaque situation. Mais on ne peut pas laisser s'installer des zones de non-droit. D'abord, encore une fois, humainement, c'est terrible. Donc là, on est heurté. Mais on ne peut pas tout laisser. Vous comprenez que les riverains étaient un peu choqués par les interventions des forces de l'ordre? Oui, enfin, je suppose que ça durait depuis un petit moment. Et je suppose qu'il y avait des riverains qui, eux, souhaitaient en effet qu'on évacue. Il faut tenir compte aussi du vécu des gens dans les quartiers où s'installent en effet des zones de non-droit. C'est insupportable partout en France. Et si on ne règle pas ça, vous pouvez être sûr qu'il y aura une montée des extrémismes. Donc on ne peut pas fustiger le Front National comme le fait le Premier ministre à longueur de discours et laisser faire des situations qui objectivement le font monter. Donc parfois on se demande s'ils n'ont pas intérêt à le faire monter. C'est le mot de la fin. Merci Isabelle Le Callennec d'être venue ce matin dans Direct Politique. Merci à tous, merci Charlotte. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, même heure, même endroit. D'ici là, restez connectés. À bientôt.